Le nord du nord, un endroit froid, hostile et impuissant, où chaque battement de cœur est un miracle. Les lacs sans fin gèlent, créant des déserts de glace. Les forêts boréales, autrefois refuge pour la faune, sont recouvertes de neige blanche. Et la toundra canadienne gelée s'élève comme le lieu de repos éternel des faibles. Il s'agit de la lutte la plus féroce jamais menée par les espèces sauvages contre l'hiver impitoyable. Dans des conditions aussi difficiles pour toute forme de vie, les dictateurs de la chaîne alimentaire cessent d'être le plus grand ennemi, et un écosystème blanc sous zéro devient le prédateur le plus féroce. Face à une telle sauvagerie, chaque espèce animale, dans une démonstration d'irrévérence jamais vue auparavant et défiant les probabilités de survie, s'adapte aux rudes conditions climatiques. Les phoques, experts en survie par temps glacial, se rassemblent par centaines sur la glace pour se réchauffer. Le harfang des neiges, oiseau blanc comme neige, se réfugie dans la végétation dense, où il ne laisse aucune trace de sa présence. Et le lièvre arctique, dans sa lutte contre les températures glaciales, s'abrite dans son terrier chaud. Toute la générosité de l'été n'est plus qu'un souvenir, et dans un monde gelé, même une petite poignée d'herbes est un trésor. Les bisons, bêtes colossales, creusent la neige épaisse à la recherche des miettes de l'automne. Le renard arctique, un charognard rusé, traverse cet écosystème pâle, espérant trouver l'une des victimes des températures glaciales. Et les meutes de loups, ignorant les ravages de l'hiver, partent à la chasse. Leur indifférence à la rudesse du climat limite encore davantage les chances des autres créatures sauvages d'assister à une nouvelle renaissance au printemps. D'une durée pouvant aller jusqu'à 9 mois, l'hiver canadien est l'une des atrocités les plus cruelles de la nature et, en même temps, l'un de ses plus grands spectacles. Après un bref répit représenté par un printemps fugace, un été quasi inexistant et un automne qui n'est que la paix avant la tempête, les imposants biomes du massif canadien se teignent de blanc, effaçant tout sur leur passage et plongeant des millions de créatures sauvages dans un enfer glacial. Avec des températures atteignant moins 50 degrés Celsius, la neige a envahi ce qui était autrefois un écosystème dynamique, rendant chaque recoin blanc. À l'ouest, l'imposante chaîne de montagnes canadiennes, avec ses montagnes qui touchent le ciel et remplies de glaciers perpétuels, témoigne de la façon dont son hiver éternel rayonne à travers les plateaux et les vallées. Dans les plaines intérieures, abritant des sols fertiles et des prairies à perte de vue, les maladies hivernales ont balayé tout espoir de vie, ne laissant qu'une prairie blanche et sordide où règne la pénurie. Pendant ce temps, dans les grands lacs, un endroit béni avec des températures relativement chaudes, le thermomètre monte facilement au-dessus de zéro. Et tout autour, les forêts autrefois vibrantes ont été dépouillées de leur couverture verte, laissant place à un cimetière de troncs d'arbres qui s'étend à perte de vue. Pas même le plus petit recoin n'échappe à ce qui semble être une punition du Créateur, ou peut-être l'occasion parfaite de montrer le côté le plus pur et le plus sauvage de la nature. Tout comme des millions d'oiseaux migrateurs, sentant l'hiver implacable approcher, on fuit vers des terres plus au sud où le climat n'offrait aucune chance de survie. Bien avant que la toundra arctique ne devienne hostile et stérile, le redoutable caribou à cornes s'est dirigé vers le sud, se lançant dans l'un des voyages les plus étonnants de la nature. Marchant d'un pas rapide vers des terres plus au sud, les troupeaux de ces ongulés qui peuplent la toundra arctique ne restent pas pour assister à toute la férocité avec laquelle l'hiver frappera leur maison d'été. Donc, dès qu'ils percevront une petite baisse de température, ils se lanceront dans un voyage de plus de 400 km jusqu'à la frontière nord des forêts boréales.
Si cette taïga imposante de la taille de continents entiers n'échappera pas à la rigueur de l'hiver, la sévérité de ces châtiments n'est pas comparable à celle du fléau du froid dans la toundra du Nord. Avant de partir, alors que les heures de clarté diminuent chaque jour et que les réserves de fourrage d'automne atteignent des niveaux critiques, ces mammifères de près de 200 kg se rassemblent en de nombreux troupeaux pouvant aller jusqu'à des milliers d'individus pour survivre à leur voyage exigeant. En plus des longues distances, le chemin vers leur habitat hivernal est rempli de points de contrôle gardés par des prédateurs tels que les loups, les ours bruns, les lynx et les carcajous, prêts à prendre leur part de ces vastes troupeaux. Conscients des innombrables menaces et de l'ampleur de leur exploit, les caribous se réfugient en grand nombre pour survivre à ce voyage exigeant mais nécessaire. Pendant plusieurs semaines, au petit trot, ils surmonteront tous les obstacles qui croiseront leur chemin, qu'il s'agisse de steppes sans fin, de vallées rocheuses ou encore de rivières convulsives qui, en quelques jours seulement, seront recouvertes d'une épaisse couche de glace. Après un voyage épuisant au cours duquel plusieurs sont inévitablement tombés au bord du chemin, victimes de la fatigue ou de l'appétit de prédateurs voraces, les caribous arrivent à leur destination tant attendue. Presque simultanément, quelques jours seulement après l'entrée triomphale des grands troupeaux dans les forêts boréales, l'hiver canadien commence à faire des ravages dans ce biome délicat. Des tempêtes de neige violentes s'abattent jour et nuit, ensevelissant tout sur leur passage, et des vents violents frappent la taïga sans la moindre pitié. Cependant, alors que d'autres espèces sauvages sentent le froid atteindre leurs os, les caribous restent relativement au chaud grâce à leur abri naturel, ce qui est très utile à cette période de l'année. Dotés d'un pelage très épais et dense, les ongulés sont capables de résister à ces attaques avec une facilité étonnante. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que les troupeaux ont choisi de s'aventurer dans une très longue migration vers ces forêts denses. Les milliers, voire les millions d'arbres qui peuplent cet écosystème créent une barrière naturelle qui protège ces créatures à cornes des vents violents, ainsi que de l'enfouissement sous une épaisse couche de neige. Alors que dans leur ancienne demeure au milieu de la toundra hostile du Canada, ils auraient déjà péri, ces forêts infinies d'épinettes et de pins sont un refuge pour des créatures aussi majestueuses. Après des jours de tempêtes de neige intense, dans un geste de clémence, les pluies torrentielles marquent une brève pause, et les caribous voient le moment idéal pour chercher quelque chose à manger. Cependant, dans un monde blanc recouvert d'une épaisse couche de neige, même le plus petit pas doit être fait avec prudence, car une erreur peut entraîner l'enterrement d'un de ces mammifères. Pour se déplacer plus facilement, les caribous possèdent de très grands sabots larges qui fonctionnent comme des raquettes, répartissant uniformément le poids de ces géants. En plus de transformer ce qui était autrefois une forêt accueillante en un habitat hostile, recouvert de sable mouvant sous forme de neige, la baisse de température provoquée par l'hiver rend l'air froid presque impossible à respirer. Les caribous résolvent ce grave problème grâce à un gros nez poilu qui réchauffe l'air avant qu'il n'atteigne leurs poumons. Leur nez poilu, en plus de leur permettre de respirer facilement, est un outil essentiel pour trouver de la nourriture dans cet habitat austère. Les bienfaits de l'été n'étant plus qu'un souvenir, les caribous doivent s'adapter à leur nouvelle réalité, se nourrissant des minuscules trésors que le Créateur leur a donnés sous la forme de lichens frais à plusieurs centimètres sous la neige. Peu importe à quel point les chutes de neige sont impitoyables, avec un bon nez, ces herbivores affamés sont capables de percevoir même la plus petite mousse et l'herbe et de les traquer. Grâce à leurs puissantes pattes, ils peuvent creuser la neige en quelques minutes seulement, déterrant ainsi des mets exquis au milieu de la pénurie qui sévit dans la forêt. Après avoir rencontré quelques lichens et herbes sèches, le cruel hiver canadien a décidé qu'il en avait assez du répit et revient en force, frappant chaque recoin de la taïga avec des tempêtes intenses.
Pour résister à ce climat rigoureux, les caribous se rassemblent souvent en grands troupeaux pouvant compter jusqu'à des milliers d'ongulés. Blottis les uns contre les autres, ils parviennent à partager le plus de chaleur possible. De même, ces grandes concentrations de cerfs à cornes constituent une mesure de survie contre les prédateurs affamés qui errent dans la forêt. Un puma féroce ou une meute de loups sauvages réfléchiront à 2 fois avant de harceler un troupeau aussi important et préféreront toujours s'attaquer aux spécimens solitaires qui, s'ils ne deviennent pas d'abord victimes de l'hiver, finiront inévitablement par être chassés par les carnivores impitoyables. Alors que des milliers de caribous continuent d'arriver dans les forêts boréales à l'approche de l'hiver, un survivant de l'hiver vit haut dans la cime des arbres, préférant mener une vie solitaire et insaisissable. Même s'il est difficile à voir, parmi les arbres blancs et enneigés, le harfang des neiges se perche, froid, calme et surtout affamé. Avec son plumage blanc comme neige et étonnamment dense, cet oiseau bien camouflé est plus qu'habitué aux températures négatives qui règnent pendant l'hiver canadien. Alors que des milliers d'espèces d'oiseaux migrent sur de vastes distances vers le sud pour échapper au froid, le harfang des neiges regarde l'hiver en face, se laissant amortir par les calamités de ce biome glacial. Avec son corps entièrement recouvert de plumes, y compris ses pattes et ses orteils, ce hibou est prêt à rester au chaud, quelle que soit la température du thermostat. Grâce à sa capacité avancée à réguler sa température, ce petit oiseau est capable de vivre même dans des habitats à 40 degrés sous zéro, sans même broncher. Cependant, tout comme son métabolisme élevé l'aide à rester immunisé contre le froid extrême extérieur, il est également responsable d'un appétit vorace qui doit être rassasié avec une grande quantité de proie. Et c'est un problème très grave lorsque vous vivez au milieu d'une prairie gelée presque sans vie. L'estomac plus que jamais gargouillant, le harfang des neiges n'a d'autre choix que de partir chasser au milieu des hostilités auxquelles son écosystème est confronté. Comme chasser pendant la nuit glaciale, lorsque les températures chutent à leur point le plus bas, signifierait une mort certaine, contrairement à d'autres hiboux, cet oiseau habile est principalement actif pendant la journée. Ici, posé sur sa fourrure blanchâtre, le harfang des neiges a un excellent avantage sur sa proie. Il est pratiquement invisible. Avec des vents violents qui soufflent sur la prairie, des chutes de neige massives et un froid glacial, la dernière chose à laquelle pense un rongeur est probablement de faire partie du régime alimentaire de ce chasseur expérimenté. Mais la nature est cruelle, et dès qu'un petit lemming ou un écureuil apparaît dans son domaine, le harfang des neiges ne perd pas son occasion, et tombant du ciel à toute vitesse, en quelques secondes seulement, il s'empare de ce qui sera son dîner. Grâce à son ouïe très sensible, ce carnivore blanc peut détecter même les proies les plus silencieuses se déplaçant sous la neige épaisse. De même, son vol furtif, doté d'un corps recouvert de plumes douces, lui permet d'approcher des proies sans défense sans même qu'elles le voient venir. Compte tenu de ses besoins nutritionnels élevés, le harfang des neiges ne peut se permettre de rester à l'abri, même lorsque l'hiver fait des ravages dans cet écosystème déjà malmené. Avec un quota pouvant aller jusqu'à une douzaine de petits rongeurs par jour, ce chasseur d'hiver habile ne peut pas échouer, et chaque souris, lièvre ou écureuil qui ose mettre un pied hors de son terrier doit en payer les conséquences. Malgré ses capacités de chasse enviables, en ces jours d'austérité, le harfang des neiges devra inévitablement se coucher le ventre vide. Avec tous les rongeurs blottis dans leurs abris d'hiver et les rivières riches en poissons transformés en pierre, il n'y a plus de nourriture à des kilomètres à la ronde. Ayant accepté qu'il ne pourra pas satisfaire tous ses besoins caloriques quotidiens pour économiser de l'énergie, le harfang des neiges reste souvent immobile pendant des heures, se reposant paisiblement sur un perchoir. Comme lors des journées les plus froides de l'hiver canadien, aucune plume ne vaut rien. Pour éviter de faire partie de la longue liste des victimes des basses températures, le harfang des neiges cherche refuge dans de gros rochers, des collines basses ou des monticules et de petites dépressions dans le sol. Chaque obstacle,
aussi petit soit-il, pourvu qu'il représente une barrière entre son petit corps et les vents glacés, sera exploité par ce hibou froid. Outre le bruit d'une petite souris qui sautille dans la neige, l'une des rares choses qui pourrait inciter un harfang des neiges à quitter son refuge privilégié est d'entendre qu'un autre de ces oiseaux territoriaux a envahi son petit coin de cet écosystème jusqu'ici paisible. Avec toute la pénurie qui frappe son habitat déjà confiné par la glace, une chose qu'un harfang des neiges ne peut tolérer est qu'un de ses congénères tente de s'emparer des quelques ressources dont il dispose. Ainsi, dès qu'il se rendra compte de la présence d'un étranger dans son domaine, cet oiseau n'hésitera pas à le chasser par où il est venu. Pour ce faire, avant de s'engager dans un combat au corps à corps, le hibou défenseur prendra une série de pauses, ébouriffant ses plumes pour paraître plus grand, ainsi qu'en positionnant ses ailes en forme de V, ce qui démontre sa grande envergure. Outre ces signes d'avertissement clairs, le regard fixe et les vocalisations sous forme de sifflements et de cris profonds sont des démonstrations de force destinées à intimider les étrangers. Bien que ces rituels d'intimidation atteignent souvent leur objectif en chassant l'envahisseur, ils ne sont pas toujours couronnés de succès et parfois la violence est la seule alternative pour gagner le respect dans cet écosystème hostile. Lorsque la chouette invasive, poussée par la nécessité, refuse de bouger dans ses tentatives d'étendre son territoire, peut-être que quelques piquets à grande vitesse la feront changer d'avis. Bien que les oiseaux se touchent rarement lors de ces attaques, elles sont souvent suffisamment intimidantes pour que le hibou conquérant puisse se retirer indemne. Si, malgré toute la férocité déployée, l'oiseau n'arrive toujours pas à se convaincre de fuir, un combat rapide et dangereux à coups de serres acérées et de puissants coups de patte décidera probablement de la propriété de ce morceau de terre gelée. Alors que le harfang des neiges est confronté de première main à l'austérité hivernale, la marmotte canadienne ne considère même pas la pénurie de l'écosystème comme l'un de ses problèmes. Bien sûr, à condition qu'ils aient bien fait leur travail durant l'automne. Les marmottes sont l'une des rares espèces sauvages à pratiquer une véritable hibernation, tombant dans un sommeil profond lorsque les basses températures frappent sans pitié. Bien sûr, pour pouvoir s'envelopper sans souci dans le manteau de Morphée tout au long du long hiver canadien, ces mammifères à fourrure doivent faire leurs préparatifs. En automne, alors que les basses températures n'ont pas encore envahi leur habitat encore hospitalier, les marmottes sont en train de construire un terrier très complexe pour les protéger des éléments. Bien qu'ils disposent déjà d'un terrier pour le reste de l'année, ce n'est généralement pas le même qu'ils utiliseront pour l'hiver tant attendu. Cet abri beaucoup plus accueillant aura tout ce dont vous avez besoin pour survivre à l'une des saisons les plus hostiles à la vie sur toute la planète. En général, le site choisi est proche de formations rocheuses, d'arbres ou peut-être de buissons épais, où l'entrée principale est camouflée. Ici, les marmottes vont commencer à creuser comme s'il n'y avait pas de lendemain, en utilisant leurs griffes très utiles. Bien qu'ils soient de prodigieux creuseurs, le travail est assez ardu, car le terrier doit être à environ 2 mètres sous terre pour échapper à la ligne de gel. Le terrier est souvent constitué de tunnels pouvant atteindre 15 mètres de long, avec plusieurs chambres spécialement construites pour certains usages. La pièce principale est la chambre d'hibernation, où ils passeront leur long sommeil hivernal. Pour plus de confort, ces survivants expérimentés tapissent souvent le sol d'herbes sèches et de feuilles, offrant ainsi une isolation thermique supplémentaire. De plus, pour assurer l'intégrité de leur abri très complexe, les marmottes peuvent compacter les parois du tunnel en se cognant la tête contre elles, et même utiliser des racines comme poutres. Tout cela pour éviter que nous soyons pris au piège d'un éventuel effondrement. Leur terrier prenant désormais forme, ces ingénieurs expérimentés se tournent vers un autre des problèmes majeurs de la saison hivernale, la nourriture. Comme le pire est attendu chaque année durant l'hiver canadien, les marmottes n'envisageraient jamais de partir à la recherche de nourriture,
alors que leur habitat livre une lutte acharnée contre les basses températures. N'ayant pas d'autre choix, ces tendres survivants font ce que n'importe qui ferait et se mettent à manger tout ce qui est à leur portée. Herbes, feuilles, pousses, baies, mûres et tout type de végétation qui croisent leur chemin font automatiquement partie du régime alimentaire de ces herbivores insatiables qui, par gourmandise, dévorent tout sur leur passage comme stratégie de survie. Grâce à cette suralimentation, ils peuvent même doubler leur poids, gagnant ainsi une réserve très pratique de graisse essentielle pour les périodes de pénurie hivernale. Étant donné que ces petits mammifères doivent consommer plus d'1 demi-kilo de nourriture par jour pour répondre à leurs besoins alimentaires et contribuer à leur réserve de graisse hivernale, la disponibilité des fruits, des herbes et des pousses est parfois insuffisante et, sans autre option, dans un changement radical de leur régime alimentaire, les marmottes choisissent de devenir momentanément omnivores, se régalant même d'insectes, d'œufs et même de charognes. Bien que ces sources de nourriture soient loin d'être leurs préférées, elles offrent une valeur nutritionnelle très élevée qui peut les aider à prendre du poids plus rapidement, et avec l'hiver qui approche à grands pas, les marmottes font ce qu'elles doivent faire pour survivre. Avec son poids désormais augmenté de 100% et le ciel au loin annonçant le début des hostilités hivernales, la marmotte, après avoir jeté un dernier regard sur le paysage automnal mourant, se cache dans son abri chaud. Pour garder les températures froides à l'extérieur et un environnement confortable à l'intérieur, avant de vous blottir dans la chambre d'hibernation, vous scellerez l'entrée principale. Après cela, vous ne reverrez plus l'extérieur jusqu'à l'arrivée tant attendue du printemps. Maintenant, dans le confort de son terrier, il se recroquevillera paisiblement, entrant dans un sommeil profond. Dans cette léthargie, votre métabolisme est réduit au minimum, réduisant votre rythme cardiaque de 100 à seulement 5 battements par minute. Sa température chute d'un agréable 37 degrés à moins de 3 degrés, et il respire à peine toutes les 6 minutes. Même s'il peut sembler que la marmotte endormie ne se réveillera pas avant le lever du soleil après les mois d'hiver les plus rigoureux, la vérité est que toutes les 2 à 4 semaines environ, son métabolisme se réactive pendant quelques heures, lui donnant l'occasion de réajuster sa température et de changer de position pendant sa très longue sieste. Dans l'un des contrastes les plus frappants de la nature, tandis que des espèces comme le grand caribou et le harfang des neiges blancs résistent farouchement aux assauts de l'hiver, la marmotte diligente, grâce à sa préparation exhaustive, peut se reposer paisiblement en attendant une nouvelle aube où tout cet écosystème hivernal sera une chose du passé et un printemps chaud et abondant se lèvera devant ses yeux. Pour l'instant, il reste encore de nombreux mois avant ce moment tant attendu de sortir du terrier. La marmotte étant à l'abri dans son terrier confortable, l'un de ses plus féroces rivaux dans ce royaume exigeant sous zéro fait face à des conditions météorologiques intenses. N'ayant pas la même chance que la marmotte, et ne pouvant s'enfoncer dans un profond sommeil et échapper aux hostilités de l'hiver, le renard arctique doit se débrouiller seul pour éviter de succomber à cette perspective peu encourageante. Heureusement, le Créateur, dans toute sa sagesse, a doté ce petit mammifère de toutes les compétences nécessaires pour surmonter les adversités de la saison. Doté de l'un des pelages les plus denses de tous les mammifères, le renard arctique est capable de maintenir son petit corps à des températures de plus de 30 degrés Celsius. Contre le vent, la neige et la glace, ce survivant par excellence parvient à se faire une place au milieu de l'écosystème gelé. De petites oreilles, un museau court et des pattes couvertes de fourrure sont d'autres adaptations de ce chien à la température inférieure à 0 qu'offre le Canada inhospitalier. De même s'il n'hiberne pas, ce canidé sauvage accumule une épaisse couche de graisse pendant l'automne, ce qui l'aide à surmonter la pénurie de l'hiver et complète son pelage chaud. Bien qu'il ne soit pas un fouisseur aussi prodigieux que la marmotte rusée, le renard arctique sait également qu'une partie de sa survie dans ce monde gelé réside dans la recherche d'un bon abri. Pour ce faire, il peut creuser lui-même un tunnel rudimentaire,
ou même bénéficier du travail acharné d'une autre espèce, devenant ainsi l'occupant du repère d'une autre. Les ours polaires laissent souvent derrière eux de grands trous que les renards arctiques peuvent utiliser pour s'abriter lorsque le temps devient plus froid et plus hostile que d'habitude. Lors de ces nuits où la neige ne cesse jamais, le petit renard se recroqueville dans le moindre petit trou, se transformant en boule pour conserver le plus de chaleur possible. Bien qu'il puisse utiliser ses réserves de graisse plus modestes accumulées après l'automne beaucoup plus abondant, le renard devra inévitablement entreprendre des chasses très exigeantes sur la glace. Comme sa petite taille ne lui permet même pas de considérer des proies colossales comme l'abondant caribou, ce carnivore invétéré, comme le harfang des neiges, a un régime alimentaire basé principalement sur les lemmings, très nutritifs. Bien sûr, dans un écosystème où tout devient blanc à des kilomètres à la ronde et où un silence étouffant s'empare des forêts, des prairies et des montagnes, avoir un sens de l'ouïe raffiné est essentiel pour détecter tout rongeur se déplaçant sous la neige. Grâce à sa fourrure tout aussi blanchâtre, le renard arctique se cache parfaitement, attendant qu'un de ses snacks riches en protéines commette la moindre erreur. Parfois, un simple petit cri peut être le signal que le mammifère attendait pour lancer une attaque et, à l'aide de ses griffes acérées, traquer une proie qui, bien que peu importante, pourrait finir par lui sauver la vie. Bien sûr, dans un biome recouvert de neige glissante, où la vision est limitée et où tout autour est blanc, même un chasseur expérimenté comme le renard arctique peut échouer. Après de nombreuses tentatives pour traquer un rongeur, le chien doit savoir quand abandonner car s'exposer aux éléments pendant des périodes prolongées, épuisant ses dernières réserves d'énergie, peut être la dernière chose qu'il fera. De même, réussir à capturer une proie ne signifie pas toujours que le petit prédateur sera capable de calmer les gargouillements dans son estomac. Très souvent, après avoir attrapé un lemming juteux ou une petite souris, le renard devient victime des besoins d'autres carnivores, et les loups, les aigles royaux, les harfans des neiges et même d'autres renards n'hésiteront pas à arracher la proie de ses griffes. Ce qui en été n'était qu'un petit rongeur parmi les dizaines qu'il pouvait chasser chaque jour, devient en hiver un privilège. Après une partie de chasse très infructueuse, acceptant sa défaite, le renard arctique décide de se réfugier à nouveau contre les maux de l'hiver. Cependant, sur le chemin vers son terrier de fortune, il remarque quelque chose qui pourrait être son salut. Grâce à son odorat entraîné, l'odeur inimitable de la viande fraîche atteint son nez et, sans hésitation, il décide de se diriger vers ce qui semble être un festin au milieu de cet habitat austère. À son arrivée, ses soupçons se confirment, car il s'agit de la carcasse d'un imposant caribou qui a succombé aux conditions climatiques insupportables et, sans perdre de temps, le renard dévore tout ce qu'il peut avant que d'autres prédateurs ne découvrent un festin aussi convoité. Ici, le renard arctique ne se contente pas de manger jusqu'à ce qu'il soit empaillé, mais, dans une démonstration d'ingéniosité, il arrache un morceau de l'animal et l'emmène dans une cachette où il peut le conserver pour plus tard. Habituellement, une petite crevasse entre les rochers est l'endroit idéal pour servir de garde-manger. Contrairement à la marmotte, habituellement herbivore, lorsque le renard arctique ne parvient pas à mettre un morceau de viande dans sa bouche, que ce soit sous forme de proie fraîche ou de charogne non négligeable, le chien démontrera pourquoi il est omnivore. Dans un pur exemple de survie extrême, ce carnivore strict n'hésitera pas à dévorer des lichens, des mousses ou des baies lorsque son autre alternative est de périr de faim. Cependant, avant d'opter pour une mesure aussi radicale, il tentera toujours d'épuiser toutes ses options carnivores. L'une de ses stratégies pour obtenir les restes de proie consiste précisément à suivre l'un des prédateurs les plus redoutables de tout le Canada blanc. Alors que la plupart des espèces sauvages luttent pour survivre face à des ressources rares, l'ours polaire connaît ce qu'il considère comme l'une des meilleures saisons de l'année. Pour cette bête colossale pesant plus de 700 kg,
l'arrivée des basses températures marque le début de son royaume gelé. Un endroit où les champs de glace s'étendent à perte de vue et où elle peut devenir un tueur vorace. Alors que d'autres mammifères doivent passer des mois à se préparer pour survivre à ces conditions exigeantes, l'ours polaire n'est même pas perturbé par la chute de température en dessous de moins 30 degrés Celsius. Grâce à sa fourrure dense, ainsi qu'à une épaisse couche de graisse pouvant atteindre 10 cm de long, ce maître des neiges reste aussi au chaud qu'en été, même avec le vent glacial qui fouette son habitat hostile. Bien que l'ours polaire ait une apparence enneigée qui le camoufle parfaitement dans son environnement pâle, sa fourrure est en réalité noire, ce qui lui offre de nombreux avantages lorsqu'il s'agit d'absorber les rayons ultraviolets et donc la chaleur. Dans une démonstration de leurs adaptations colossales à la rigueur de l'hiver, tandis que les caribous fuient vers le sud, terrorisés, échappant aux températures les plus rudes, l'ours polaire solitaire, à la poursuite de la banquise, se dirige vers le nord pour chasser sa proie préférée, les phoques. Avec des centaines de kilomètres de désert blanc s'étendant à l'horizon, ce mammifère est capable de traverser l'un des écosystèmes les plus hostiles de la planète pour atteindre sa destination souhaitée. Même les eaux glaciales ne suffisent pas à l'arrêter dans son long voyage, car en plus d'ignorer le rude climat hivernal, il est un nageur plus que compétent. Après plusieurs jours de navigation dans les eaux glacées et de marche régulière sur la glace glissante, cette bête blanche a atteint sa destination tant attendue. Le panneau indiquant la ligne d'arrivée est l'évent d'un phoque, probablement en train de chasser du poisson ou du krill. Ayant trouvé son lieu d'embuscade, l'ours polaire attend patiemment le moment d'attaquer. Au cours de ces chasses loin d'être brèves, le prédateur peut attendre jusqu'à 3 jours avant que sa proie apparaisse. Comme un phoque épuisé peut émerger à tout moment pour respirer à travers le trou dans la glace, l'ours est optimiste quant à sa stratégie. Après une longue attente, le moment arrive et le phoque quitte les eaux, ignorant qu'il se dirige vers une mort certaine. D'un seul coup de sa puissante griffe en pleine tête, cette énorme bête parvient à tuer un phoque surpris et d'un seul coup sec, le sort des eaux glacées pour profiter de son festin. Bien que cette stratégie d'attaque puisse prendre plusieurs jours avant de rencontrer une proie, la taille colossale des phoques garantit que la proie sera plus qu'appétissante. Bien que cette stratégie de chasse soit l'une des plus courantes qu'ils emploient, ils ne s'y tiennent pas toujours car, après plusieurs jours passés à rôder dans les évents, il arrive que le phoque tant attendu n'apparaisse jamais. Lorsque cela se produit, l'ours polaire devient un peu plus créatif et se dirige directement vers ce qui, pour lui, n'est qu'une énorme proie. Alors que les mères phoques élèvent leurs petits dans des abris sous la neige, certains ours choisissent d'écraser ces cachettes, les forçant à sortir, ce qui les mènera inévitablement à une mort certaine. S'ils ne tombent pas sur ces terriers de glace, les ours peuvent également plonger directement dans l'eau, s'engageant dans de longues poursuites qui peuvent finir par leur coûter une quantité inestimable d'énergie. Bien qu'un seul gros phoque puisse assurer sa survie pendant plusieurs jours, il arrive parfois que même ce prédateur vorace ne réussisse pas sa chasse et doive s'adapter pour survivre en brûlant ses réserves de graisse. Lorsqu'ils sont privés de nourriture pendant de longues périodes, les ours polaires peuvent perdre jusqu'à 1 kg de graisse par jour, ce qui peut progressivement conduire à une réduction considérable de leur poids ainsi qu'à leur protection enviable contre le froid. Bien sûr, vivant dans des régions plus au nord, près de l'Arctique canadien, les tempêtes de neige ne sont pas particulièrement agréables. Et avec un ours en proie à l'austérité et à des vents dépassant les 100 km/h, il n'a d'autre choix que de se mettre à l'abri. Pour cela, creuser un grand trou dans la neige et s'y enterrer est quelque chose qui ne manque jamais.
Après cette démonstration de dévastation hivernale, l'ours polaire voit sa chance changer lorsqu'il rencontre un renard arctique qui, contrairement à lui, a eu de la chance à la chasse. Ici, l'ours, beaucoup plus robuste, usera de toute sa supériorité physique pour prendre possession de ce qu'il croit lui appartenir. Alors que pour les ours mâles, l'hiver est la période de l'année où ils peuvent s'aventurer dans ces redoutables expéditions de chasse près de la banquise, pour les ours, la saison hivernale réserve un avenir très différent. Enceintes depuis le printemps dernier, avec l'arrivée des basses températures, elles sont obligées de se réfugier dans des abris sous la neige, jusqu'à 3 mètres de profondeur. Ici, l'ours entrera dans une torpeur qui la protégera des éléments et, bien sûr, elle perdra des quantités impressionnantes de graisse. Tout cela dans le but de garder en vie les petits oursons dans son ventre. Sans attendre l'arrivée du printemps, l'ours donne naissance à 2 minuscules oursons pesant à peine 500 grammes qui auront besoin de ses soins et, bien sûr, de son allaitement nourrissant. Devoir allaiter ces tendres petits consommera presque jusqu'à la dernière goutte d'énergie de cette mère exemplaire, qui, dès que le printemps apparaîtra à l'horizon, sortira dévorer tout ce qui croisera son chemin, sans pour autant négliger ses responsabilités maternelles. Alors que l'ours polaire, dans l'extrême nord, attend patiemment la fin du règne de ces températures glaciales, plus au sud, là où les forêts boréales luxuriantes entrent en collision avec la toundra aride, se trouve l'un des survivants de l'hiver les plus surprenants de tout le Canada sauvage. Bien qu'il soit loin de la taille énorme du caribou ou de la férocité affichée par l'ours polaire, lorsqu'il s'agit de lutter pour survivre à des températures inférieures à 0, le lièvre arctique est l'une des espèces les plus impressionnantes de ce monde confiné aux glaces. Avec ses larges pattes velues qui agissent comme des raquettes, sa fourrure blanche luxuriante et ses oreilles et membres courts qui limitent la perte de chaleur, chaque centimètre du corps de ce petit mammifère est adapté à la survie hivernale. Même si l'idée du lièvre arctique évoque automatiquement sa fourrure blanche comme neige, la vérité est que cette coloration désirable du pelage est le produit d'une adaptation saisonnière. Il y a quelques semaines à peine, ce lagomorphe arborait un beau pelage brun grisâtre. C'est avec l'arrivée des températures glaciales que, par mesure de survie, cette mue plus que favorable a commencé. En plus de le rendre presque invisible pour ses nombreux prédateurs dans cet écosystème, sa fourrure est essentielle pour le garder au chaud, même lors des journées les plus froides dans sa petite maison à la lisière des forêts boréales. De même si cela ne semble pas être le cas en raison de sa petite taille, le lièvre arctique possède une couche de graisse très épaisse qui représente jusqu'à 1/5 de son poids corporel, ce qui l'aide à conserver la chaleur, ainsi que pendant les jours où la nourriture manque sur la table. Comme cela semble être la norme pour les espèces hivernant au Canada, le lièvre arctique sait bien que pendant les journées où les températures sont à leur maximum, un bon abri est crucial pour éviter de mourir de froid. Cependant, contrairement à la marmotte travailleuse qui passe des semaines à construire son terrier, le lièvre se contente d'un petit trou sous la neige pour le protéger des blizzards. Même si ce trou rudimentaire n'est peut-être pas très confortable, c'est un endroit privilégié par rapport à devoir passer ses nuits glaciales à l'extérieur. Aussi confortable que soit son humble abri, le lièvre ne peut pas se permettre d'y rester éternellement, car tôt ou tard, la faim frappe, et ce petit mammifère est confronté au défi de trouver de la nourriture dans l'un des endroits les plus infertiles de la planète, à cette période de l'année. Alors que durant le printemps encore lointain, cet herbivore se délecte de dévorer d'innombrables herbes, feuilles, fleurs et plantes. Dans un virage à 180 degrés dans la disponibilité des ressources, ce petit survivant doit s'adapter pour se nourrir littéralement de tout ce qui est comestible et qui se présente à lui, ou plutôt sous son passage. Reniflant chaque recoin de son terrier comme un chien de chasse, le lièvre intelligent peut détecter de riches mousses, de l'écorce de saule et de bouleau, ainsi que quelques herbes arctiques nutritives sous la neige.
Dès qu'il les localise, à l'aide de ses pattes avant, il creuse la neige profonde jusqu'à atteindre ses succulentes collations, qui pourraient lui sauver la vie, ou du moins le sauver d'une famine écrasante. En plus de son nez très sensible, ce chasseur de toute matière végétale s'appuie sur une excellente mémoire pour se rappeler l'emplacement des arbustes, des plantes et des lichens avant l'arrivée de l'hiver. Ainsi, connaissant chaque centimètre de la zone entourant son terrier, il peut creuser en toute confiance, sachant qu'il trouvera de la nourriture. Bien qu'il soit très heureux de trouver quelque chose qui ressemble à de la nourriture sous l'épaisse neige, le lièvre arctique ne peut pas rester longtemps pour profiter de son festin. Alors qu'elle quittait son abri à la recherche de nourriture, les hiboux, les renards arctiques et les loups ont également décidé de quitter leur cachette pour tenter d'échapper à la faim. Et un lièvre arctique est une proie que personne ne voudra lâcher. Cependant, même au milieu d'un hiver difficile et après des jours de famine, ce petit mammifère ne pense pas qu'il sera une proie facile. Et si l'un de ses prédateurs veut un morceau de lui, il devra d'abord l'atteindre. Grâce à ses pattes larges et à son corps élancé, le lièvre arctique est capable de courir à plus de 60 km/h, même sur la neige glissante. Sa grande agilité, combinée à ses sens aiguisés de la vue et de l'ouïe, fait de sa chasse un exploit que de nombreux prédateurs ne sont même pas prêts à tenter. Ses fuites constantes, combinées aux conditions météorologiques difficiles, empêchent souvent le lièvre de rester longtemps dehors à la recherche de nourriture, de sorte que les nuits avec des gargouillements d'estomac sont plus que fréquentes. Durant l'hiver rigoureux, signe de son désir de survivre, cet herbivore fait ce qu'il doit faire pour éviter de périr. Ayant un système digestif qui n'absorbe pas tous les nutriments de son alimentation, il décide de consommer ses propres excréments pour tirer le meilleur parti de chaque bouchée. Même si cette pratique peut paraître peu orthodoxe, lorsque la vie est en jeu, le lièvre arctique se tient sans aucun doute aux côtés des survivants les plus majestueux de ce monde blanc sous la domination de l'hiver. Outre les capacités de survie enviables du lièvre arctique, il n'a pas toujours la chance de voir une nouvelle aube au printemps. La nature est impitoyable, et souvent, après avoir survécu pendant des mois grâce à l'ingéniosité et au sacrifice, à quelques jours seulement de la fin de l'hiver, un coyote féroce apparaît sur le chemin du lièvre maintenant abattu, et, d'une seule morsure, met fin à son extrême survie. C'est une fin un peu triste pour le petit lièvre, mais le début d'un bon repas pour le chien affamé, qui n'avait pas goûté au goût juteux de la viande fraîche depuis plusieurs jours. Avec un poids de plus de 80 kg et une morsure puissante, le coyote est l'un de ces cauchemars vivants qui, ignorant les conditions difficiles de l'écosystème, traquent d'innombrables proies. Bien sûr, malgré la chasse au malheureux lièvre, il s'agissait d'un incident isolé et non d'un reflet de la saison hivernale du chien jusqu'à présent, puisque, comme les herbivores et autres chasseurs, ce chien sauvage a vu disparaître toutes les richesses de l'automne, le plongeant dans une faim presque perpétuelle. Mais il n'y a pas de temps pour les regrets, et le coyote a déclaré une guerre totale à tout petit mammifère qui s'approche de son habitat menacé. Grâce à son ouïe très fine, même tout rongeur sans défense trouvé jusqu'à 1 mètre sous la neige est une proie qu'il ne laissera pas s'échapper. Quelques secondes après avoir repéré une petite proie sous une épaisse couche de givre, le coyote, à l'aide de ses puissantes pattes, atteint rapidement la cachette de ceux qui deviendront désormais sa nourriture. Étant donné son extrême férocité, contrairement au renard arctique beaucoup plus petit, le coyote n'a pas à craindre que quelqu'un essaie de lui enlever sa proie, ou du moins pas s'il ne veut pas obtenir une bonne morsure. En plus d'être un chasseur hivernal efficace, lorsque, après des mois d'hiver, les proies ne viennent tout simplement pas, dans une démonstration d'ingéniosité, ce canidé suit de près les mouvements de fidèles carnivores tels que les loups et les corbeaux,
afin d'être guidés vers des endroits contenant de la charogne juteuse. Bien qu'ils préfèrent toujours le goût des proies fraîches, compte tenu des conditions actuelles de leur habitat, ils ne peuvent pas être très sélectifs quant à leur nourriture. Et même le plus petit morceau de viande est un plaisir que très peu peuvent se permettre. En plus de se réduire au statut de charognard, une autre mesure de survie de ce chien sauvage féroce est de rompre avec son mode de vie traditionnel solitaire et reclus et de se regrouper en grands groupes. Bien sûr, loin d'avoir pour but désintéressé de socialiser, ces meutes temporaires ont pour seul objectif d'assurer la survie de chaque membre, étant capables de chasser des proies plus grosses, comme le cerf de Virginie, le caribou ou encore l'orignal. Lorsque même suivre des meutes de loups affamés ou s'unir à d'autres loups ne leur permet pas d'obtenir un bon repas, le coyote, mettant de côté toute prétention, utilise ses puissantes mâchoires déchirantes pour dévorer toutes sortes de baies et de fruits trouvés au plus profond des forêts boréales. Bien sûr, ce n'est pas parce qu'il n'a pas à craindre d'innombrables prédateurs que ce canidé peut se déplacer librement dans la forêt gelée. Les rigueurs de l'hiver épargnent même les plus hauts niveaux de la chaîne alimentaire, touchant aussi bien les proies que les prédateurs. En guise de mesure d'urgence, dès que les températures glaciales font des ravages, le coyote développe une épaisse couche de fourrure hivernale qui l'isole du froid extrême. De même, ses pattes sont recouvertes d'une fourrure abondante, ce qui lui permet à la fois de mieux conserver la chaleur corporelle et de marcher facilement sur la neige. En plus de trouver des colonies de rongeurs nutritifs en creusant dans la neige profonde lorsque l'hiver s'installe, le coyote trouve également un abri grâce à ses pattes fouisseuses très utiles. Bien qu'il occupe généralement des terriers abandonnés par les renards ou les blaireaux, compte tenu des différences de taille, ce chien effectue souvent des changements occasionnels, comme l'ajout d'environ 3 mètres de profondeur supplémentaire. Cela rend l'abri beaucoup plus chaud, atteignant une température presque agréable de -5 degrés Celsius, tandis qu'à l'extérieur il fait une torture de -40 degrés. Tout comme un coyote profite d'un refuge chaleureux au milieu d'un blizzard qui emporte tout sur son passage, à quelques milliers de kilomètres au sud, dans un petit affluent des Grands Lacs, parmi des ruisseaux gelés, les ingénieurs de la nature profitent de tous les bienfaits de leur dur labeur pendant l'automne. Quelle que soit l'espèce sauvage, leur refuge hivernal ne sera jamais à proximité des terriers très complexes de ces merveilles de construction. Pour les castors, il n'est possible de survivre au rude hiver canadien que s'ils disposent d'un bon terrier. Et ces petits mammifères prennent cette tâche très au sérieux. Tout commence avant que les basses températures ne fassent des ravages. Ici, les castors, en tant que constructeurs experts, sont chargés d'effectuer quelques rénovations à leur enviable barrage de Castor. Cet impressionnant abri, stratégiquement placé au milieu d'un ruisseau, est une véritable œuvre d'ingénierie sauvage. Construit avec des branches, des pierres et de la boue, cet imposant repère possède des murs de plus d'1 mètre d'épaisseur, ce qui isole même des températures les plus basses. Pour garder autant de chaleur que possible à l'intérieur et les prédateurs à l'extérieur, la seule entrée du terrier se fait par des tunnels sous-marins, tous situés en dessous de ce qui sera la ligne de congélation de l'eau. Bien qu'il puisse paraître imposant de l'extérieur, la meilleure partie de ce refuge est à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y a une chambre spacieuse surélevée de plus de 20 cm au-dessus de l'eau, empêchant ainsi d'éventuelles inondations. Il est également garni de morceaux d'écorce et d'herbes sèches, ce qui le rend plus chaud et plus confortable. Grâce à leurs dents solides, ainsi qu'à l'abondance de grands arbres entourant leur habitat, les castors n'ont aucun mal à obtenir tous les matériaux dont ils ont besoin. Avec des dents de scie aussi efficaces, ils peuvent abattre même des arbres très épais en quelques minutes seulement et les transporter sur leur chantier. Comme ils ont tendance à réutiliser leur terrier pendant plusieurs générations, après le travail acharné de leurs ancêtres, seuls quelques remodelages et un certain entretien de la structure sont nécessaires pour l'hiver suivant. Alors que la tâche de trouver un bon abri est déjà en cours,
Ces survivants ingénieux tournent leur attention vers un autre des problèmes majeurs posés par les jours blancs de l'hiver canadien, la nourriture. Comme la zone autour de leur terrier sera recouverte d'une épaisse couche de glace, ce n'est même pas une option pour ces herbivores de sortir et de chercher de la nourriture pendant les jours de glace à venir, donc, sans autre alternative, ils travaillent efficacement, ramassant jusqu'à la dernière branche de peuplier, de saule, de bouleau ou d'érable. Chaque petit bâton est transporté près de leur terrier et empilé sous l'eau, où ils façonnent progressivement leur garde-manger d'hiver. Le fait d'avoir leur réserve de nourriture à proximité de l'abri signifie qu'ils sont toujours à portée de main, même lorsqu'une épaisse couche de glace se forme sur la rivière. En plus d'une bonne tanière de castors et d'énormes quantités de nourriture, ces mammifères préparent leur corps à la saison des intempéries qui envahira leur maison pendant longtemps. Pour ce faire, tandis qu'ils transportent chaque petite branche de nourriture vers leur réserve, de temps en temps, ils ne peuvent résister à dévorer quelques collations. Contrairement aux marmottes, qui peuvent prendre un poids considérable, les castors se concentrent uniquement sur l'accumulation d'une réserve stratégique de graisse pour leur fournir une dose supplémentaire de chaleur pour les journées où les températures sont négatives. Toute cette graisse se reflètera principalement dans sa grande queue, qui sera une importante réserve d'énergie. En plus de cette extrême chaleur, aucune espèce sauvage ne peut survivre au rude hiver canadien sans un bon abri naturel. Pour y parvenir, les castors possèdent un pelage très dense à 2 couches qui les aide à rester au chaud. En plus de leur épaisseur, ces herbivores à fourrure possèdent des glandes sébacées à la base de leur queue, qui libèrent une substance huileuse appelée castoreum. Lorsqu'ils se toilettent, le liquide se répand sur tout leur corps, rendant leur fourrure imperméable, ce qui leur sera très utile lorsqu'ils devront plonger dans les eaux glacées pour atteindre leur réserve de nourriture. Même s'il peut sembler qu'avec une bonne réserve de graisse et un abri enviable, ils soient plus que prêts à commencer une hibernation profonde, la vérité est que ces mammifères n'hibernent pas, car ils restent actifs tout au long de cette saison exigeante, bien sûr, toujours à l'intérieur de leur confortable tanière de castor ou sous l'eau. Alors que l'automne s'estompe et que l'hiver s'installe, les castors plongent dans l'eau et nagent vers leur tanière. Grâce à leur bon travail, il ne leur reste plus qu'à s'adapter à leur nouvelle réalité de confinement. Bien qu'ils n'hibernent pas et qu'ils aient peu à faire à l'intérieur de leur abri, ils ont tendance à minimiser leur activité et leur métabolisme pour tirer le meilleur parti de chaque réserve d'énergie. À mesure que les températures baissent, une épaisse couche de glace se forme sur les affluents entourant leur terrier, isolant ces mammifères du monde extérieur. De même, l'humidité déposée sur les parois de l'abri se transforme en une fine couche de glace qui devient une barrière supplémentaire contre le froid. Alors que tous les autres animaux sauvages sont confrontés aux difficultés de l'hiver, ces survivants ingénieux peuvent traverser cette saison exigeante dans un luxe relatif. En fait, grâce au travail assidu des adultes du troupeau, les plus jeunes individus parviennent même à augmenter considérablement leur poids pendant ce qui, pour d'autres, est une saison de famine extrême. Tandis que les jeunes castors se reposent dans la sécurité de leur terrier chaud au milieu d'une plaine gelée, les bisons regardent droit dans les yeux le côté le plus rude de l'hiver et se laissent envelopper dans sa couverture glacée. Ces ongulés imposants démontrent qu'un terrier chaud n'est pas toujours nécessaire pour survivre aux températures glaciales. Bien sûr, étant donné leur taille colossale de plus d'1 tonne, il n'existe aucun terrier qui pourrait même abriter ces énormes bêtes. Comme les castors, les bisons se préparent à l'arrivée du froid extrême en développant un pelage laineux très dense qui agit comme un pelage naturel. Cette épaisse couche de poils bruns agit comme un isolant très efficace, gardant le froid à l'extérieur et le corps du mammifère à une température confortable. Dans des zones comme l'arrière, l'isolation thermique peut être telle qu'une grande quantité de neige s'accumule sans fondre. Grâce à ce pelage enviable, le bison peut même dormir en plein air,
où les températures atteignent moins 40 degrés Celsius lors d'une journée normale, et se réveiller pour raconter l'histoire. L'énorme corps du bison est dominé par sa bosse généreuse qui, en plus d'abriter des muscles importants pour soutenir sa grosse tête, stocke également des quantités infinies de graisse qui l'aident à rester au chaud, peu importe la rigueur du climat. Comme l'un des plus grands risques pour les grands ongulés comme l'orignal, le caribou ou le bison est de rester coincé dans la neige épaisse, le créateur, dans une démonstration d'intelligence, a doté ces géants de pattes robustes et de grands sabots. Ils leur permettent de se déplacer sur n'importe quel terrain sans risquer de s'enfoncer dans ce qui pourrait ressembler à des sables mouvants blancs. En règle générale, comme stratégie de survie, les troupeaux de bisons marchent en longues files appelées trains de neige, le chef du groupe ouvrant la voie, ouvrant un chemin pour le reste des ongulés et créant un sentier relativement facile à parcourir. En plus de leur permettre de marcher avec une dextérité étonnante sur la neige, leurs larges sabots remplissent une excellente fonction lorsqu'il s'agit de déterrer de la nourriture. Comme ces castors à cornes n'ont pas la même chance que les castors de pouvoir stocker de la nourriture pour l'hiver, ils n'ont pas d'autre alternative et, affrontant les températures froides de front, ont tendance à faire de longues promenades, même au milieu de violentes tempêtes, à la recherche de tout ce qu'ils peuvent mettre dans leur bouche. Compte tenu de sa taille énorme, un seul spécimen nécessite pas moins de 27 kg de fourrage par jour. Avec une tâche aussi exigeante devant eux, s'appuyant sur leur odorat très sensible, les bisons parviennent à trouver de véritables délices enfouies sous la neige, sous forme d'herbes, de roseaux, de lichens ou d'herbes séchées. En plus de leurs pattes puissantes, ils utilisent souvent leur grosse tête pour déterrer ces sources de nourriture plutôt nutritives. Bien qu'ils n'aient aucun problème à creuser, lorsque des vents violents soufflent sur leur habitat gelé, ces herbivores savent exactement où aller pour profiter des zones de la plaine où la neige a été emportée par les blizzards, leur évitant ainsi de devoir dépenser de l'énergie pour déterrer de la nourriture. Tout comme les coyotes poursuivent parfois les meutes de loups à la recherche de restes lorsque la nourriture se fait rare, les bisons intelligents peuvent suivre les traces laissées par les wapitis ou les caribous dans l'espoir de trouver de la nourriture fraîche au bout du sentier. Bien qu'ils ne soient généralement pas perturbés par les conditions météorologiques difficiles, lorsque l'hiver déchaîne toute sa férocité sur leur habitat, dans une mesure extrême de survie, les bisons peuvent choisir de se retirer momentanément dans la sécurité du groupe. Regroupés par dizaines, ils partagent la chaleur et s'exposent le moins possible aux violents blizzards et aux chutes de neige prolongées qui détruisent tout sur leur passage. Dans ces groupes, ils se couchent généralement avec leur dos poilu face au vent. Bien qu'ils ne soient pas migrateurs, lorsque l'hiver fait des ravages dans leur habitat, ces géants n'auront aucun problème à parcourir de grandes distances dans la neige à la recherche de meilleures conditions de vie. Leur destination sera toujours des zones avec une couche de neige plus fine qui leur permet de creuser plus facilement le sol et de déterrer la nourriture convoitée. Avec la pénurie qui frappe les troupeaux de bisons, toute cette camaraderie manifestée tout au long de l'hiver commence lentement à s'estomper et de plus en plus de mâles décident de remettre en question les décisions du taureau dominant. Ce qui commence par un simple battement de sabots sur le sol et un hochement de tête peut rapidement évoluer vers des charges féroces avec ses cornes acérées et ses coups puissants qui renversent son adversaire. Lorsque ces soulèvements se produisent, le mâle dominant n'hésite pas à utiliser sa supériorité physique pour rappeler à ses subordonnés la hiérarchie sociale. Bien que ces combats puissent parfois être prolongés, la prudence l'emporte souvent, et les bisons savent que s'engager dans un duel épuisant dans le froid glacial peut leur coûter la vie. En plus de tenter de modifier la hiérarchie du groupe, une autre raison pour laquelle l'un de ces ongulés peut devenir agressif envers un congénère est un conflit concernant la propriété d'une parcelle de végétation. Après des mois d'hiver, avec des tonnes de neige recouvrant leur écosystème désormais complètement blanc, ces zones où l'on peut encore voir quelques vestiges du sol sont un privilège total.
et avec des dizaines de bouches à nourrir dans le troupeau, les bousculades et les poussées pourraient décider qui obtiendra cette place convoitée. Bien que la taille colossale des bisons les mette hors de portée de la plupart des prédateurs du Canada sauvage, lorsque la pénurie devient écrasante, même ces imposantes montagnes de neige vivante ne sont pas à l'abri de la dévoration. Entendant un hurlement assourdissant au loin, le troupeau s'enfuit rapidement, terrorisé, car ils savent bien ce que cela signifie. Bien que les ongulés soient tout-terrain, en proie au désespoir, l'un d'eux succombe rapidement au chaos et est laissé pour compte. Ce malheureux bison a écrit son destin, et bientôt une meute de loups affamés arrive pour lui infliger une mort prolongée et douloureuse. Pesant jusqu'à 80 kg et doté d'une morsure capable de broyer même les os les plus durs, le loup arctique est l'un des prédateurs les plus redoutés de cet écosystème hivernal. Si affronter l'un de ces canidés sauvages est un exploit pour les petits mammifères, le véritable défi consiste à affronter une meute coordonnée pouvant compter jusqu'à une douzaine de ces tueurs insatiables. Menés par un alpha habile et calculateur, les loups sont capables de maintenir leur domination implacable même lorsque l'hiver s'empare de leur foyer. Comme des espèces comme les petits castors et leurs proies, les bisons géants, les loups arctiques ont un pelage dense à double couche qui les isole des températures glaciales. Avec chaque partie de leur corps bien couverte, ils peuvent rester actifs même lors des tempêtes hivernales les plus violentes. En plus de leur pelage douillet, ces chiens ont un métabolisme efficace qui s'adapte à leurs besoins pour produire plus de chaleur avec moins d'énergie, évitant ainsi la redoutable hypothermie. Une autre de ces adaptations hivernales surprenantes est qu'il limite la circulation sanguine aux zones non vitales de son corps, comme ses jambes et ses oreilles, et la concentre sur son tronc, où se trouvent ses principaux organes. Vivre en meute offre d'innombrables avantages à ces canidés. L'une d'entre elles consiste à se blottir tendrement l'un contre l'autre pour partager la chaleur. Malgré leur fourrure très chaude, par mesure de survie, lorsque les blizzards glacés arrivent, la meute choisit de chercher un abri confortable. Souvent, une simple dépression dans le sol, un affleurement rocheux ou même un terrier abandonné peuvent être l'endroit idéal pour se recroqueviller et se reposer. Alors que les tempêtes s'atténuent peu à peu dans leur cruauté, la meute émerge bientôt de la neige et se lance dans l'une de ses nombreuses chasses. Avec des estomacs qui gargouillent après plusieurs jours de chasse infructueuse, attraper une proie devient une question de vie ou de mort. L'alpha, généralement un survivant expérimenté, est celui qui décidera du sort de la meute. Utilisant son odorat développé, ainsi qu'un instinct sauvage inexplicable, il décide de suivre un chemin vers ce qu'il espère être un grand troupeau de cerfs. À mesure que la meute avance, les soupçons de l'alpha deviennent réalité et un troupeau de cerfs de Virginie apparaît à l'horizon. Dans une démonstration de leur méticuleux talent de stratège, allant jusqu'à se précipiter pour capturer l'un des ongulés, les loups arctiques observent souvent de près les meutes d'herbivores, à la recherche du moindre signe de faiblesse. En règle générale, un vieux cerf, un jeune faon ou un cerf malade sera le malheureux élu. Parfois, pour tester les capacités d'évasion du troupeau, la meute, avant de lancer son attaque finale, poursuit brièvement les ongulés pour évaluer leurs conditions physiques. Après cet exercice, ayant confirmé leurs soupçons, ils planifieront l'assaut final. Grâce à leur fourrure blanchâtre aux nuances de gris, chaque chien peut se cacher parmi la végétation pâle et traquer sans être détecté. À l'appel de l'alpha, la meute commence son attaque, semant le chaos dans le troupeau, les cerfs courant pour sauver leur vie, terrorisés. Souvent, lorsque la première charge échoue, la meute n'a aucun problème à poursuivre sa proie sur de longues distances. Dans une course de relais, chaque loup mène la chasse à tour de rôle, jusqu'à ce qu'une proie épuisée décide de se rendre à une mort certaine sous les morsures de ces chasseurs imprenables. Comme une longue poursuite peut être très fatigante pour la meute, l'alpha utilise souvent sa connaissance du terrain pour diriger la proie vers un obstacle naturel, démontrant ainsi ses compétences stratégiques.
Presque toujours, une zone avec de la neige profonde ou une rivière gelée finit par être le piège parfait où l'ongulé ne pourra pas continuer sa course et où les loups mettront fin à un jeûne de plusieurs jours. Ayant vécu de première main les ravages de la faim, chaque chien ne se limitera pas à manger uniquement ce dont il a besoin, mais se gavera jusqu'à ne plus pouvoir manger. Lors de ces chasses hivernales après de longues famines, chaque loup arctique peut dévorer jusqu'à plus de 10 kilos de viande en un seul repas. Alors que les loups peuvent afficher toute leur férocité en tant que prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire pendant leur chasse de jour, lorsque la nuit tombe et que l'obscurité rend impossible de voir leur proie, ces canidés affichent leur étonnante synchronisation en meute. Au moyen de hurlements, de chœurs et d'un sixième sens inexplicable, ces imposants chasseurs mènent des embuscades complexes qui ne laissent à leur proie aucune chance de s'échapper. Ainsi, tandis que les marmottes se reposent paisiblement à quelques mètres sous terre et que les caribous se réfugient dans les profondeurs des forêts boréales, avec la lune pour seul témoin, la meute instille toute sa terreur chez une autre proie qui, après avoir survécu à l'hiver impitoyable, n'a pu éviter de succomber à la morsure de ces impitoyables chasseurs des neiges. Après de tels actes de sauvagerie, dans ce qui semble être une démonstration de miséricorde du Créateur, après de longs mois de chutes de neige, de blizzards et de toutes sortes de catastrophes naturelles assiégées par la faune canadienne, une lumière apparaît au bout du tunnel. Au loin, comme par miracle, un soleil radieux se lève à l'horizon, remplissant à nouveau de lumière chaque espace de ce monde meurtri et gelé. Enveloppant cet écosystème de sa chaleur tant attendue, le printemps s'empare progressivement de chaque biome. Du Grand Nord, où l'ours polaire, après des mois d'hibernation, peut sortir de son refuge hivernal avec ses petits, au sud plus clément, où les nombreux troupeaux de caribous, avec la baisse des températures, repartent pour un voyage marathon, mais cette fois vers leurs aires de reproduction au nord. Les petits castors, après des mois sans voir l'extérieur, sortent de leur abri douillet et, tels des survivants habiles, sans perdre de temps, commencent à travailler aux rénovations pour l'hiver suivant. Le harfang des neiges, après avoir résisté aux plus fortes tempêtes de neige en plein air, se prépare à agrandir sa famille avec l'arrivée triomphale du printemps, durant sa saison de reproduction tant attendue. Pendant ce temps, les troupeaux de bisons, ayant survécu à cette épreuve sur la glace, avec l'abondance contrastée du printemps qui s'ouvre devant leurs yeux, commencent à manger jusqu'à ce que leur appétit sans fin soit satisfait. Pour la petite marmotte, après des mois enfouis, voir une nouvelle aube au printemps semble être un rêve devenu réalité, et elle quitte bientôt son terrier pour explorer les environs de son habitat nouvellement vert. Bien que très heureux d'avoir survécu à l'inhospitalier hiver canadien, le dégel révèle bientôt les ravages des atrocités vécues par plusieurs, avec des milliers de cadavres enfouis dans la neige épaisse, servant de charogne aux carnivores affamés. De même, l'arrivée du printemps apporte une multitude d'herbivores, avec des castors, des marmottes, des caribous et d'autres espèces abandonnant leurs refuges hivernaux. Les prédateurs saisiront cette occasion pour maîtriser une si vaste gamme de proies. Après avoir subi un hiver dévastateur de famine, les renards, les ours, les coyotes et les loups sont prêts à dévorer tout sur leur passage, inaugurant un autre des chapitres les plus sauvages de la vie animale majestueuse dans le Canada hostile. Avez-vous été émerveillé par les histoires d'animaux sauvages luttant contre le rude hiver canadien? Si c'est le cas, ne partez pas sans nous donner votre précieux like. De plus, si vous souhaitez soutenir notre chaîne et rester au courant des prochaines sorties, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Si vous souhaitez partager ces histoires de sauvagerie et d'irrévérence face aux basses températures, vous pouvez également partager la vidéo avec vos amis. N'oubliez pas de ne pas partir sans avoir d'abord laissé votre espèce animale préférée dans la boîte de commentaires. Sans plus tarder, on se retrouve la prochaine fois avec d'autres histoires de lutte contre les éléments, de bataille contre les prédateurs et surtout contre la faune sauvage.